le suivi des écosystèmes à long terme et puis la préservation des ressources génétiques. Par rapport aux données d'observation de la Terre, on a plusieurs objectifs principaux. D'abord, enrichir les observations de terrain, avoir le plus possible une vision exhaustive et régulière des territoires qu'on gère, particulièrement avoir des informations dans des zones qui sont peu accessibles, notamment en Guyane ou en montagne, ou alors très étendues comme la Guyane, le littoral, et qui évoluent aussi relativement rapidement. On a besoin, pour certaines applications, de pouvoir réaliser un monitoring. Donc, ça ne veut pas dire forcément avoir des informations tous les jours, mais avoir des informations à fréquence assez rapprochée, y compris au cours de l'année. Notamment, j'ai cité l'observatoire de l'orpaillage en Guyane, le suivi du littoral, le suivi de certaines zones à risque, notamment en montagne, et puis l'état sanitaire forestier, qui est une forte préoccupation actuellement. On a besoin aussi de pouvoir évaluer assez rapidement des dégâts après un phénomène naturel ou un incendie, par exemple. Donc, très au-dessus de satellites, donc notamment Pléiades, de la stéréo satellitaire aussi, de manière un peu ponctuelle, et puis principalement en Guyane, des données radar. On peut passer, je pense, aux illustrations pour ne pas trop détailler. Là, j'ai juste illustré, parce que faire une présentation sur les de données spatiales sans image et sans carte, c'est un petit peu rude. Donc, juste illustrer trois cas dans le domaine des risques. Donc, en haut à droite, une carte contour et sévérité d'incendie, donc réalisée par notre agence Défense des forêts contre l'incendie. Donc ça, c'est une mission qui nous est désormais confiée par l'État pour tous les feux de plus de 25 hectares sur l'ensemble du territoire national, pas uniquement maintenant sur la zone méditerranéenne, et qui est totalement maîtrisée avec une chaîne d'analyse, notamment à partir d'images Sentinelle-2, qui est totalement maîtrisée par nos collègues de la DFCI. À gauche, alors une illustration plus technique qui illustre l'analyse en fait, du déplacement en surface d'un glacier à partir d'images stéréopléiades et la comparaison avec des relevés terrain et puis des mesures par LIDAR, à partir de données LIDAR aéroportées, avec les flèches sont très concordantes à la fois, donc une très bonne concordance entre ce qui était fourni à partir de Pléiades et puis les mesures de contrôle qui ont pu être effectuées. Et puis en bas à droite, juste une illustration, alors juste une capture d'image à très petite échelle d'une image Pléiade qui a été acquise par le CNES après la tempête Alex et qui avait été mise à disposition des services de l'État, dont le RTM, Service des risques en terrain de montagne, restauration des terrains de montagne, qui avait été mandaté par l'État pour faire une partie des opérations d'analyse des conséquences et puis de préparation des travaux de remédiation. Donc en tout cas, une partie de ces opérations a été au départ menée, notamment sur la partie montagne, en collaboration avec des équipes de recherche spécialisées, dont celles qui sont dans le groupe Calideos et le CNES. Une autre illustration, alors on voit plus le couvert forestier. Là, en haut, ce sont des exemples issus de mes collègues, réalisés par mes collègues de Guyane. Donc en haut à gauche, une image Pléiade qui montre l'analyse qu'on peut faire des trouées d'exploitation, puisque les exploitations en forêt gérée en Guyane se font par petites trouées, donc c'est pas des grandes zones de coupe comme dont on peut avoir l'image des forêts tropicales avec des grandes zones de déforestation. Là, c'est vraiment de la gestion raisonnée. Donc là, on voit les petites trouées et les images Pléiades sont utilisées pour le suivi de l'impact des exploitations dans le cadre des exploitations, justement des règles d'exploitation à faible impact. En haut à droite, c'est une image un peu plus technique qui montre en fait l'utilisation d'images spot 7 ou 7 pour analyser la texture en fait du couvert forestier. Et à partir de cette information de texture, donc qui est réalisée à partir de l'algorithme photo là, de Pierre Coutron de l'IRD, on peut comme ça identifier, zoner un certain nombre de peuplements forestiers ou de types d'habitat potentiel naturel. Et en bas, donc c'est plus explicite, je pense, une exploitation d'images Pléiades, donc dans le cadre des projets Orfeo Pléiades menés avec le CNES, sur une zone de tempête en secteur forêt feuillue. Donc on voit notamment au centre la finesse d'information de l'image Pléiade, les petits points blancs en fait sur les souches des arbres qui ont été renversées, les racines qui ont arraché une partie de la terre qui était sous-jacente, et puis des petits, des morceaux de cailloux plus ou moins gros, donc c'est ce qu'on appelle les galettes
de Chablis, et puis on devine aussi les alignements de troncs dans certains secteurs. Et puis à droite, la carte de dégâts réalisée par classification. En conclusion à la fois des travaux de R&D et des applications opérationnelles sur lesquelles on a travaillé, donc j'avais mis plusieurs informations de nature très différente. D'abord, on se rend compte et on essaie aussi d'acculturer nos collègues utilisateurs au fait que dans les applications opérationnelles, il y a toujours un compromis entre un besoin, voire un rêve de l'utilisateur, et puis les possibilités réelles, actuelles des données et des méthodes, voire les possibilités tout court, hein. Quand le signal physique ne mesure pas une information, on ne peut pas l'extraire de la donnée. Comme je le disais, on est amené de plus en plus à combiner des données de sources différentes. On a un fort besoin d'avoir des compétences internes parce qu'à l'issue des projets de recherche de nos partenaires, en fait, on n'a pas forcément déjà des applications qui sont complètement opérationnelles et qui sont appropriables aussi par des utilisateurs moins avertis. Donc, il y a un besoin de travail fort sur le transfert. Et puis, pour faire ce transfert et pour s'approprier au sens noble, hein, bien interpréter, bien utiliser les résultats de la recherche, on a besoin de faire des partenariats assez forts avec eux, à la fois sur les données, mais aussi sur les thématiques, hein, pour pouvoir utiliser à bon escient les données, les méthodes et développer nos propres méthodes aussi. En ce qui concerne la très haute résolution spatiale, donc la résolution inframétrique, on s'est rendu compte que, on le devinait déjà, on le pressentait parce qu'on utilisait déjà beaucoup les photos aériennes, que c'est une information qui est vraiment très importante à l'échelle de la parcelle ou du peuplement forestier, mais aussi sur des larges emprises. On a besoin de gérer des massifs de plusieurs milliers d'hectares. Je ne parle pas de la Guyane, mais bien sûr, on est sur des zones beaucoup plus grandes. Pour autant, on a aussi besoin de données d'archives, parce que souvent, on a besoin de faire une analyse d'évolution. Donc, dans certains cas, on utilise directement les photos aériennes de l'IGN qui sont disponibles régulièrement. Mais ce n'est pas toujours suffisant, notamment parce que la photo aérienne, ce n'est pas comme une image numérique. Une mosaïque de photos aériennes, c'est plus difficile à utiliser qu'une image aérienne quand on va faire du calcul, qu'une image de satellite, pardon. Quand on va faire... Excusez-moi, Anne. Moi, j'ai le... Modérateur. Oui, voilà, j'ai le plaisir, enfin, c'est pas toujours un plaisir d'être modérateur de la Très session. bien, oui, on va et je voulais savoir si tu avais encore. Il y a encore une diapo, je crois. D'accord, si on peut On aller. accélère. D'accord. L'idée en fait de la session là qui ne dure que 1h45, c'était quand même d'avoir pas mal de discussions. Excusez-moi. Oui. Bon, voilà, merci. De toute façon, le diaporama restera à disposition, donc merci de me redonner un petit coup de pouce là. Donc en fait, en particulier vis-à-vis des usages de la très haute résolution. Donc, on a vraiment besoin quand même d'archives, même si on a compris que c'était de données qui sont acquises par programmation. La stéréoscopie s'est révélée intéressante et importante dans plusieurs domaines, notamment sur la caractérisation des peuplements, les dégâts de tempête et puis le suivi des glaciers, comme on l'a vu. On a par contre des sujets sur lesquels on n'a pas d'utilisation opérationnelle actuellement et qui nous sont qui sont très importants pour nous, qui sont la composition en espèces et l'état sanitaire. Je pense qu'on peut aussi juste insister sur le fait que le milieu forestier, on a conscience qu'il est complexe, donc à la fois pour l'usage des données, pour la recherche. Et passer à la diapo suivante. Parmi les perspectives et les questions qu'on se pose par rapport au dispositif Dynamis, donc déjà on a le constat et on a une très forte gratitude sur les possibilités d'accès qu'on a à tous ces dispositifs et toutes ces données qui sont mobilisables et qui ont vraiment boosté l'usage et les travaux de recherche et les usages opérationnels. On a bien sûr des attentes qui augmentent, hein, plus on utilise les données, plus on a des attentes qui augmentent, et notamment vis-à-vis de Dynamis qui commence à être mobilisé par plusieurs personnes, plusieurs équipes chez nous. Dans le cas de crise, mais aussi, on se rend compte aussi que la question du tarif de l'accès aux données est quelque chose d'important. Et parmi les méthodes, parmi les nouvelles sources de données qui nous semblent intéressantes, on a très clairement identifié la 3D, et en particulier, si c'est le cas avec des acquisitions régulières, en tout cas sur certains territoires, la très haute résolution centimétrique. On se pose des questions parce qu'on les connaît un peu moins bien sur les données radar THRS, et puis bien sûr avec moins de maturité, et encore l'hyperspectral aussi.
Voilà. Sur le radar THRS, c'est plus notre équipe de Guyane qui a déjà commencé à bien prendre en main ce type de données. Voilà, je pense que le reste, c'est pas la peine que je détaille. Je vais m'arrêter là.